matin, Patrick Cohen. Excellent début de journée à vous tous qui nous écoutez. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'université à la une de ce journal, comment mettre fin au tirage au sort? Le gouvernement présente aujourd'hui la réforme des modalités d'entrée dans les facs. Les autres titres. La Catalogne et l'apparition d'un nouveau personnage, Soraya Sons, numéro 2 du gouvernement espagnol. C'est elle qui prend les rênes en lieu et place de Carles Puigdemont. Également dans l'actualité, 2 plaintes pour viol contre Tariq Ramadan. Récit accablant des victimes présumées. Calomnie, répond le théologien. Nous irons à Raqqa. Comment s'est négociée la fin des combats entre djihadistes et forces démocratiques syriennes. Reportage de notre envoyé spécial Gwendoline de Bono. L'arrivée d'Orange dans l'univers des banques en ligne. Événement cette semaine, ce sera l'enquête du 8h. Et puis Bielsa, démission, la colère des supporters lillois après la défaite contre l'OM 1-0 hier soir. 8h15, Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, publie l'hôpital à cœur ouvert. Il sera notre invité. Faut-il fermer des lits, filtrer les urgences, modifier le financement de l'hôpital? Martin Hirsch avec nous tout à l'heure. C'est promis, il n'y aura plus de tirage au sort. C'est aujourd'hui que le gouvernement présente les nouvelles modalités d'entrée à l'université. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a fait la synthèse de plusieurs groupes de travail. Il s'agit aujourd'hui de canaliser l'accès aux universités et éviter les embouteillages. Nous faisons le point ce matin avec Ève Roger. C'est bien simple, dans certaines filières comme le droit, la psycho, médecine ou sport, il y a plus de demandes que de places. Il va bien falloir faire le tri entre les étudiants et pour cela, le gouvernement doit maintenant trancher entre plusieurs hypothèses. D'abord, la sélection pure et simple, c'est-à-dire que chaque fac peut choisir les étudiants qu'elle veut avec ses propres critères de sélection, un peu comme dans les classes prépa. Pour entrer en médecine, par exemple, certaines pourraient ne vouloir que des bacs S. Mais cette hypothèse est peu probable, car trop inflammable. Non, le gouvernement penche plutôt pour une solution à la « oui, mais oui, je vous prends dans cette filière, mais à condition d'avoir un certain niveau de notes en terminale, par exemple, ou d'avoir un avis favorable du conseil de classe de fin d'année pour cette orientation, ou encore de connaître telle ou telle matière, quitte à suivre des modules de rattrapage pendant l'été ou en cours du soir pendant l'année. Voilà, toutes les pistes sont là, sur la table. Reste maintenant à déterminer si ces conditions, qu'on appelle aussi dans le jargon des prérequis, seront simplement conseillées, ce qui ne changera pas grand-chose, ou obligatoire. Ève Roger, l'actualité à l'étranger ce matin, toujours la Catalogne et le début d'une nouvelle séquence inédite et importante. Hier, ils étaient des centaines de milliers à défiler dans les rues de Barcelone pour l'unité de l'Espagne et contre la déclaration d'indépendance du Parlement catalan. Un Parlement dissous par Madrid qui prend donc le contrôle en attendant des élections prévues le 21 décembre prochain. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Henri de Laguérie. Henri, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition ce matin. Elle s'appelle Soraya Sons. C'est la numéro 2 du gouvernement espagnol, une fidèle de Rajoy. C'est elle désormais donc qui dirige la Catalogne. Est-ce qu'on va la voir aujourd'hui ? Alors écoutez, personne ne le sait, sur son agenda, aucun déplacement à Barcelone n'est annoncé et ce n'est sans doute pas un hasard. Le gouvernement central est déterminé à mettre en œuvre cette mise sous tutelle, mais puisqu'il est en train de gagner son bras de fer, il veut jouer la carte de l'apaisement après un week-end étonnamment calme. En clair, la prise de contrôle ne doit pas apparaître comme une invasion, une occupation. On ne va pas assister à un débarquement de ministres espagnols. Beaucoup d'ordres seront donnés à distance et puis cette suspension de l'autonomie est finalement beaucoup plus courte que prévu, 8 semaines. Ça ne laisse pas le temps de modifier en profondeur les politiques publiques catalanes. Henri, qu'est-ce qu'il devient ce matin, Carles Puigdemont ? Alors, il s'est réfugié chez lui à Gérone depuis vendredi soir. Il s'est offert un bain de foule samedi dans ce bastion séparatiste. Dans une courte allocution télévisée, il a appelé à la résistance pacifique, mais il n'a fait aucune allusion à la République. Ses partisans sont déboussolés, déconcertés. À Madrid, le parquet a déposé une plainte contre lui pour rébellion, mais il ne demande pas sa détention. On ne sait pas s'il a prévu de se rendre ce matin au siège de l'exécutif catalan. Beaucoup de journalistes sont devant ce siège et l'attendent. La police ne l'empêchera pas de rentrer en tout cas. Madrid ne veut pas l'humilier, il pourra récupérer ses affaires, mais attention, pas question qu'il continue à travailler comme s'il était encore président de la région. En tout cas, son salaire est gelé, son service d'ordre a été réduit, sa voiture de fonction lui soit retirée. Enfin, son portrait a été décroché de tous les commissariats de Catalogne. Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Europe 1, 8h04. La suite et la fin du procès d'Abdelkader Merah devant la cour d'assises spéciale de Paris, réquisitoire de l'avocat général cet après-midi, verdict prévu jeudi. Également dans l'actualité judiciaire, 2 plaintes pour viol contre Tariq Ramadan. Le théologien suisse dénonce une campagne de calomnie. Les quotidiens Le Monde et Le Parisien publient des récits
accablant. Salomé Legrand, les 2 victimes présumées racontent des nuits de cauchemars et dans les 2 cas d'ailleurs, les récits sont assez similaires. Et oui, les 2 quadragénaires racontent s'être tournés vers Tariq Ramadan pour des conseils religieux. Les échanges les impressionnent, les placent quasiment sous emprise, disent-elles. Puis l'islamologue leur donne rendez-vous dans un hôtel en marge de ses conférences, pour l'une à Lyon en 2009, l'autre à Paris en 2012. Afin d'échapper au regard curieux lié à sa célébrité, il leur propose d'aller dans sa chambre. Il se transforme alors en monstre. Toutes 2 racontent des gifles et des pénétrations forcées d'une grande violence. Plus je hurlais, plus il tapait, confie l'une, qui a même joint des certificats médicaux de l'époque à l'appui de sa plainte. Tariq Ramadan les a ensuite harcelés pour empêcher qu'elle le dénonce. Maintenant qu'elle est sortie du silence, Enda Ayari, la première plaignante, est constamment menacée par les disciples de l'islamologue, maître Jonas Haddad et son avocat. Elle est apeurée parce qu'il y a encore beaucoup de menaces. Je les vois, elle me les montre, que ce soit par téléphone, que ce soit par Facebook, par plein de moyens différents. Mais d'un autre côté, elle a envie que la justice se fasse. Sur sa page Facebook, Tariq Ramadan a réagi samedi soir. Il dénonce une machine à mensonges orchestrée par ses ennemis de toujours. Le petit-fils du fondateur des Frères musulmans affirme avoir porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Salomé Legrand, les recherches reprennent ce matin en Haute-Saône, 48 heures après la disparition d'une jeune femme qui faisait son jogging dans le secteur de Grès-la-Ville. 200 personnes ont participé à une battue hier. Pour Damas, la ville de Raqqa est toujours occupée aujourd'hui. Mise au point des ministres de Bachar el-Assad, ce sont surtout des combattants kurdes soutenus par les Américains qui ont chassé l'État islamique. Raqqa ne sera officiellement libérée que lorsque l'armée syrienne y entrera, c'est ce qu'affirme le pouvoir. Ce matin, on en sait plus aussi sur le scénario qui a mis fin à plus de 4 mois d'une bataille violente. On retrouve sur place Gwendoline de Bono, l'envoyée spéciale d'Europe 1. Un accord a été négocié avec les djihadistes quelques jours avant l'annonce de la fin des combats. Durant la dernière semaine de bataille, le commandant Hanna tient une position près de l'hôpital de Raqqa, l'une des dernières places fortes de l'État islamique. Les combats sont intenses, jusqu'à ce qu'à sa grande surprise, plusieurs dizaines de djihadistes avancent vers ces lignes pour se constituer prisonniers. La dernière semaine, beaucoup de djihadistes se sont rendus. Ils sont venus vers nous les mains en l'air. On les a fouillés pour voir s'ils avaient des explosifs, puis on les a emmenés dans un centre spécial. 95% des combattants qui se sont rendus étaient syriens. Le lendemain, des djihadistes locaux mais aussi étrangers sont évacués de Raqqa en bus, nous dit une réfugiée qui assiste à la scène. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un accord entre les forces kurdes et les djihadistes. L'objectif, préserver les civils encore piégés. Les chefs de tribus de Raqqa ont joué les médiateurs, détaille le commandant kurde Mahmoud Ismaël. On a accepté la négociation, ce sont les chefs de tribus qui ont joué les intermédiaires. Certains combattants se sont rendus, certains ont fui. Ce n'était pas notre volonté, mais une demande des locaux. Ici, c'est une région tribale et les chefs se sont impliqués. Ils portaient la parole des civils utilisés par Daesh comme bouclier humain. Ces chefs ont beaucoup insisté, on a accepté car on n'est pas venu pour raser la ville. De toute façon, les membres de Daesh finiront par être tués. Il n'empêche, la coalition internationale a toujours du mal à digérer la fuite des djihadistes étrangers. Je comprends, dit le commandant, mais nous ne pouvions pas nous mettre à dos la population locale. Raqqa, Gwendoline de Bono, Europe 1. À suivre dans le journal, les banques en ligne. Orange débarque sur le marché cette semaine, révolution ou pas. Ce sera l'enquête du 8h, à tout de suite. Avec un événement dans l'univers des banques cette semaine, l'arrivée d'un géant des télécoms. Orange qui lancera jeudi son offre de banque en ligne. L'occasion pour nous de faire un premier bilan de ce nouveau type d'offre en France. C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. On voit beaucoup de publicité régulièrement pour ces banques en ligne, mais concrètement, elles représentent quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'elles se sont fait une place dans le paysage français ? On va dire modestement. Le secteur bancaire n'a pas été chamboulé. Seulement un Français sur 10 a un compte dans une de ces banques en ligne. La plus grosse, Boursorama, dépasse à peine le 1 million de clients. Ça s'accélère doucement car c'est devenu un peu plus facile de changer de banque depuis janvier. Mais les grands groupes bancaires ont su limiter les dégâts. Chacun d'entre eux a depuis longtemps sa banque en ligne. Fortunéo pour le Crédit Mutuel, Boursorama pour la Société Générale ou encore Hello Bank pour BNP Paribas. Mais si ça ne décolle pas, c'est principalement car ce sont des banques un peu light. On peut faire moins de choses. Le crédit immobilier est un peu oublié par exemple. Alors de notre côté, du côté des clients maintenant, est-ce qu'on a vraiment intérêt à se tourner vers une banque en ligne ? Eh bien, vous parliez de ces publicités dans lesquelles on nous promet une carte bancaire, des virements, des retraits, tout ça gratuitement. Ça, ce sont donc les pubs. La réalité coûte toujours un peu d'argent, explique Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir. Vous allez avoir bien souvent, par exemple, des découverts et de ce fait des ajouts en fait, qui vont faire que les banques en ligne coûtent en moyenne aujourd'hui 35-40 € par an. Et si vous ne remplissez pas les conditions de revenu, en fait, vous allez devoir payer, vous acquitter en moyenne d'une trentaine d'euros qui va alourdir la facture.
Mis bout à bout, en fait, ces frais sont en moyenne autour de 50 € en 2017 pour les consommateurs utilisateurs des banques en ligne. Voilà, 50 € par an, ça reste tout de même 5 à 6 fois moins cher que les banques traditionnelles. Le gros intérêt des banques en ligne, c'est la simplicité, la rapidité. Les 2 points négatifs, c'est donc qu'on ne peut faire que des opérations très basiques et que vous pouvez oublier vos rendez-vous en agence avec un conseiller. C'est donc bien souvent une banque de complément en plus d'un autre compte en banque. Et alors, François, ce nouveau Orange Bank, est-ce qu'il a de quoi secouer le secteur ? Dans un premier temps, il prétendait quasiment donner un coup de pied dans la fourmilière, de la même manière que Free, à l'époque, si vous vous souvenez, avait secoué le secteur des télécoms. Mais le discours a changé. Il faut dire qu'il y a eu du retard à l'allumage, des problèmes techniques. Désormais, Orange se donne 10 ans pour conquérir 2 millions de clients et a prévu d'abord de perdre de l'argent pendant 5 ans. Côté innovation, il y a 2 promesses intéressantes. Ouais. Toute dépense ou retrait sera instantanément visible sur l'application, aucun délai, alors qu'aujourd'hui ça prend quelques heures, voire une journée. Et puis pouvoir faire des virements par SMS. Les grands concurrents, les banques traditionnelles, affirment évidemment que ça ne leur fait pas peur. L'une d'entre elles nous disait récemment, on n'a pas attendu Orange Bank pour se mettre au numérique. L'enquête du 8h signée ce matin François Geffrier. L'actualité économique, c'est aussi la mise en pratique des ordonnances sur le travail avec déjà des contournements de la loi. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef des Échos, vous nous parlez ce matin des primes. En principe, elles doivent être fixées au niveau de l'entreprise, mais bon, il y a déjà des exceptions. Oui, ça a commencé avec les dockers début octobre, puis avec les routiers. Maintenant, on parle du bâtiment et des travaux publics. Dans ces secteurs, patronat et syndicats ont ou pourraient accepter que la fixation des primes soit négociée au niveau de la branche, alors que les ordonnances, vous l'avez dit, prévoyaient que la négociation se fasse entreprise par entreprise. Alors, ça n'est pas illégal. Le ministère du Travail a même entériné les mesures déjà prises, mais au gouvernement, on reconnaît bien qu'il s'agit d'un contournement de l'esprit de la loi. Et on imagine qu'il y a des conséquences avec ce genre de contournement. Alors le risque, en effet, c'est de manquer l'objectif que s'était fixé le gouvernement, à savoir modérer les hausses de salaire en France. Pourquoi ? Eh bien parce que tout accord signé dans une branche est systématiquement étendu à toutes les entreprises qui la composent. Alors vous imaginez, si les travaux publics ou la banque, qui compte des dizaines de milliers de salariés, adoptent la même attitude que les routiers et les dockers, on risque un gros dérapage de la masse salariale. Alors les ordonnances nouvelles prévoient que le gouvernement peut interdire l'extension d'un accord de branche. On verra s'il utilise ce nouveau droit. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos. Le football, une victoire qui fait du bien à Marseille et beaucoup de mal à Lille. L'OM l'emporte 1-0 sur la pelouse du LOSC. Ce matin, les Marseillais sont 4e du championnat et les Lillois très loin avant-dernier. Pression maximale sur l'entraîneur, le bouillonnant Marcelo Bielsa. Christophe Lamar. Le seul responsable, c'est moi, pas l'équipe. Il est 23h05, Lille a encore perdu. Marcelo Bielsa affronte la presse, ou plutôt l'évite, la tête basse et les yeux rivés sur des notes imaginaires. Quelques minutes plus tôt, les premiers Bielsa d'émission ont dévalé les tribunes du stade. À quelques mètres de lui, ses joueurs passent devant les journalistes sans dire un mot. Un spectacle qui afflige un ancien de la maison. Rudy Garcia, l'homme qui a emmené Lille au titre de champion de France en 2011, ne reconnaît plus son club. Je suis triste, la situation est délicate et ça me peine. J'espère que ce club n'est pas en train de perdre ses valeurs surtout. Les valeurs en question sont largement remises en cause aujourd'hui. Plutôt que des cadres expérimentés, le club mise d'abord sur les jeunes dans l'espoir de les revendre très cher à moyen terme. Un choix risqué. Ce matin, Lille est avant-dernier. Christophe Lamar et puis la Formule 1, un 4e titre de champion du monde pour Lewis Hamilton. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.